Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray, très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Vous allez bien, vous avez passé un été studieux? Ah bah oui. Vous avez écrit, j'imagine? Un gros livre sur Proudhon et puis d'autres choses, oui. Parfait, alors en tout cas nous sommes très heureux de vous retrouver parce que nos téléspectateurs et nos auditeurs nous l'ont dit tout l'été, on veut entendre à nouveau Michel Onfray. On va commencer évidemment par parler de l'annonce faite par François Bayrou, mon cher Michel. Il sollicite un vote de confiance au Parlement le 8 septembre prochain sur la question du budget, avec à la clé une démission, s'il était renversé par les partis politiques qui ont déjà annoncé leur intention de le faire. Comment analysez-vous cette stratégie du 6e Premier ministre d'Emmanuel Macron? A-t-il tenu un discours de vérité en disant que la France était en danger au regard de son endettement abyssal? S'agit-il d'une manœuvre politique? Et puis quelle solution pour sortir notre pays de l'impasse? Le retour aux urnes paraît inéluctable avec une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles législatives. Le retour au peuple, oui, allez-vous me dire, mais à condition de respecter son choix et son vote. L'exemple de Maastricht est bien sûr dans toutes les têtes. On évoquera aussi, Michel, avec vous la mobilisation du 10 septembre avec ce mot d'ordre, bloquons tout. Au départ, un mouvement censé représenter le ras-le-bol de ceux qui travaillent et payent pour tout le monde. On verra que c'est en réalité l'extrême gauche qui l'a récupéré. Jean-Luc Mélenchon veut tirer profit de cette mobilisation. Il publie d'ailleurs un livre intitulé « Nouveau peuple, nouvelle gauche », tout un programme. S'agit-il de la stratégie du grand remplacement? Là aussi, je vous pose la question. Le témoignage de notre consoeur Isabelle Piboulou qui a subi avec son compagnon une agression ultra-violente dans le métro à Paris la semaine dernière. Ce dernier a reçu 7 coups de couteau au thorax et dans le dos alors qu'il défendait sa compagne. Nos auditeurs et téléspectateurs ont été très marqués par ce témoignage bouleversant qui relate la chronique d'une violence devenue quotidienne en France. Emmanuel Macron veut déplacer la tapisserie de Bayeux pour la prêter au British Museum malgré l'avis contraire des conservateurs qui estime que ce joyau de notre patrimoine ne peut pas être déplacé. Les manifestations ont eu lieu à Bayeux pour protester contre ce prêt. Là, ça vous hérisse, mon cher Michel. Enfin, le point philo, on va parler de Léon Trotsky et de la question morale chez les trotskistes, une notion à géométrie variable, comme vous allez nous l'expliquer, qui leur permet de réaliser le seul projet qui les motive, la révolution. Tout est bon ? On y va, mon cher Michel. On commence par l'actualité politique intense cette semaine. Le Premier ministre a donc tenté un coup de poker en plaçant les partis politiques face à leurs responsabilités sur la question du budget. Il demande la confiance au Parlement. Ce sera le 8 septembre prochain. On écoute parce qu'il évoque le chaos ou la responsabilité. Alors je vois bien tous ceux qui, devant cette exigence de clarification, choisissent d'être purement et simplement les artisans du chaos. C'est le contraire de l'esprit de responsabilité et même de co-responsabilité que défend le courant démocratique, social, lucide, réformiste qui soude les militants de la CFDT et qui est en partage avec les militants de la démocratie sociale. Tout le contraire de ce que ceux-là veulent. Et donc, dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. Voilà pour François Bayrou, Michel Onfray. Chaos ou responsabilité? Non, c'est pas chaos ou responsabilité, c'est le chaos ou moi. Et moi, je suis formidable. Moi, je dis la vérité. Moi, je suis du côté de la raison. Moi, je suis du côté du bon sens. Il n'utilise pas beaucoup le mot France. Bayrou n'aime pas beaucoup la France, ça l'intéresse pas beaucoup. Lui, ça l'intéresse beaucoup. Le général de Gaulle avait un mot pour qualifier ces gens-là, c'est des politiciens. C'est-à-dire des gens qui font carrière dans la politique depuis 50 ans. Je pense quand même qu'il aime la France, il l'a démontré depuis de nombreuses années, il a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur Henri IV. On ne peut pas dire que François Bayrou n'aime pas la France, Michel. C'est parce que vous écrivez un livre sur Henri IV que vous aimez la France. Mélenchon écrit aussi des livres sur des figures politiques, et ce n'est pas pour autant qu'on aime la France. On aime la France quand on montre qu'on aime la France. On sait bien, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et bien on montre des preuves d'amour. Quand on a voté oui à Maastricht, quand on a accompagné tous les gens qui ont accompagné la décadence de la France, on n'aime pas la France. On aime la France quand on la sauve, quand on la porte haut, quand on veut qu'elle
qu'elle soit souveraine, quand on est d'accord avec son peuple, quand on dit que le peuple a dit, et que si le peuple a dit, on va l'écouter. Je ne sache pas qu'il était d'accord pour qu'on avalise le traité européen en 2005. Il a fait partie de ceux qui, en 2008, l'ont fait avaler tout de même au peuple. Donc pour moi, tous ces gens qui ont estimé que quand le peuple se trompe, on met son vote à la poubelle, sont des gens qui n'aiment pas la France. La France, ce sont les Français c'est le peuple c'est la démocratie. Et le souverain, comme on dit en philosophie politique, avec un S majuscule, le souverain, c'est le peuple. Donc ils font de la politique politicienne, Mélenchon a le même âge que lui, Barnier a le même âge que lui, ce sont tous des septuagénaires. Et si la France est dans cet état, c'est à cause de ces gens-là. On est redevable quand même, on ne fait pas un demi-siècle de politique en disant « je suis pour rien ». Voilà, tous ces gens qui ont fait pendant un demi-siècle de la politique et qui se disent aujourd'hui le chaos, ou alors moi, non, le chaos c'est lui, le chaos est lui, et c'est la même chose, et 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 EST. Ce sont ces gens-là qui ont mis la France dans la dette, ce sont ces gens-là qui l'ont construite et ne sort pas de nulle part cette dette. Donc elle est fabriquée depuis 50 ans. Je rappelle que je ne suis pas un grand giscardien, mais à l'époque de Giscard, la dette, on n'en parle pas, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Donc ajoutez tous ceux qui sont arrivés après Giscard, eh bien, dont Mitterrand évidemment, et vous aurez la fabrication de cette dette. Donc tous ceux qui l'ont fabriquée sont mal placés pour nous dire aujourd'hui que ah là là, c'est tout de même un problème et qu'ils ont des solutions. La solution c'est quoi d'ailleurs? Taper sur le peuple. Vous allez travailler 2 jours de plus, vous allez être payé moins cher, vous allez travailler plus longtemps, etc. Les retraités, vous gagnez trop. Voilà. Les boomers, comme il a dit sur la fin. En faisant les boomers, savoir, c'est-à-dire ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Donc vous êtes responsable. Donc lui, il le dit lui-même, il est un boomer. Et si les boomers sont responsables, il est un boomer, donc il est responsable. Donc voilà. Et puis la logique du le cas où, moi, c'est quoi, moi? C'est la même politique que celle qui nous a mis dans le mur. Et nous, on continue, on recommence. J'ajoute que ces gens qui font de la politique comme des professionnels, qui n'ont jamais fait que ça, je rappelle qu'il est agrégé de lettres anciennes, je crois, il n'a jamais enseigné bien longtemps. En revanche, il a fait de la politique depuis toujours. C'est pourquoi j'ai dit pas longtemps. Absolument, Michel. Je suis incapable de vous dire combien de jours, de semaines ou de mois. Mais enfin, toujours est-il que je pense que le latin et le grec de sa jeunesse, tout ça, c'est assez loin. Donc voilà des individus qui font de la politique et qui nous disent des choses en cachant d'autres choses. Quelles sont les choses cachées? C'est bientôt les présidentielles. C'est quand même en 2027. Ben vous riez ou quoi? C'est demain, vous croyez? Mais c'est dans 2 ans au plus tard. Au plus tôt, c'est dans 2 mois. Ou c'est aujourd'hui si le président de la République démissionne. Là, il ne faut pas rêver. Jour est-il qui va dire, vous avez vu, moi je suis Churchill. Le général de Gaulle, c'est un peu trop, mais il dira, je suis Churchill, j'ai dit la vérité aux Français. La vérité n'a pas plu aux Français qui m'ont mis à la porte. Je suis un homme de constance. Donc, dans la haine de Nicolas Sarkozy, oui, mais dans le reste, pas trop. Et il revient en disant, je suis l'homme quand même qui a l'expérience, je suis Premier ministre, la marche du dessus, c'est la présidence de la République, donnez-la moi, car quand on est Premier ministre, on ne peut tout de même pas faire la politique du chef de l'État, un petit coup sur Macron, et puis il dira, votez pour moi, et d'ailleurs, je suis, comme par hasard, le seul candidat du bloc centriste qui soit légitime. J'ai fait ma cour à Ségolène Royal en son temps, j'ai fait ma cour à Emmanuel Macron, je suis l'homme le plus légitime. Monsieur Attal, il va attendre un peu. Monsieur Édouard Philippe, il n'est pas très audible, donc il peut attendre aussi un peu. J'ai mon âge, place aux anciens. Donc c'est une stratégie politique. Mais c'est de la stratégie politique, mais chez tout le monde. Michel Onfray. Mais à chaque fois que vous avez une parole d'Attal qui, lui, veut légiférer sur la GPA, que vous avez Philippe, même les silences d'Édouard Philippe sont des silences militants. Donc tous ces gens-là n'ont qu'un seul objectif, c'est d'être is no good, quoi, d'être vizir à la place du vizir et de dire Macron s'en va bientôt, je veux être à sa place. La France, les Français, alors ça... Bien sûr. Et il a aussi pointé du doigt cette alliance tacite entre LFI et le RN, puisque les 2 partis ont dit qu'ils ne voteraient pas la confiance au Premier ministre. C'est une façon de rejouer, encore une fois, cette forme de front républicain qui a fonctionné lors des dernières législatives, Michel Onfray. Mais c'est surtout un mensonge. S'il y a vraiment une alliance objective, elle est entre la France insoumise et le macronisme. Je rappelle quand même que quand on se retrouve au 2e tour des élections présidentielles, tous ces gens-là votent comme un seul homme pour le candidat maastrichtien. La France insoumise, l'humanité, les communistes. Yann Brossat qui nous dit qu'il n'y a pas eu de victimes. Il fait un petit signe de singe là pour nous dire qu'il y a des victimes du communisme. Il n'y a pas eu de victimes, sous-entendu. Tous ces gens qui trouvent que le goulag c'était formidable. Je rappelle que Mélenchon estimait que Solzhenitsyn était un réactionnaire d'extrême droite, catholique orthodoxe, chrétien orthodoxe, et que finalement tous ces gens-là étaient des gens détestables. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et au bout du compte, ils finissent par voter exactement la même chose. Alors les uns disent on va pas voter Macron, on va voter contre Le Pen. D'autres disent on va voter contre le fascisme, etc., contre l'extrême droite. Puis d'autres vont dire ah c'est quand même le moins pire, etc. Mais quelle que soit leur raison, ou la fameuse pince à linge de Strauss-Kahn, nous disons on va voter pour Chirac avec une pince sur le nez. Mais au bout du compte, personne n'est dupe. Puis ces gens-là maintiennent le système.
Il y a une image extrêmement emblématique qui est Macron rencontrant Mélenchon sur le port de Marseille, où Mélenchon est comme un petit garçon. Monsieur le Président, en temps normal, je plaisante, mais là, non, moi j'ai le respect de la fonction. Je n'ai jamais dit ça, hein, et le Macron, évidemment, qui lui jubile. Mais non, bien sûr, enfin, en sachant très bien que l'autre est dans une position de soumission. Donc je crois que le vrai cirque, c'est pas... Il y a des alliances entre le Rassemblement national et la France insoumise, etc. Non, concrètement et factuellement, et pas sur des questions de business, de politique politicienne, sur des questions d'assemblée, la véritable alliance, c'est la France insoumise, et c'est le macronisme, d'ailleurs, qui a tué les Gilets jaunes. Mélenchon, et nous allons en parler tout à l'heure, qui a tué le mouvement du 10 septembre. Mélenchon. Alors, on va écouter maintenant les Français. Je sais qu'ils ont souvent beaucoup de bon sens, notamment sur la question de la dissolution. Est-ce qu'il faut en revenir aux urnes, finalement? Et petit à petit, on a vu au fil de la semaine ce sentiment monter chez les Français. Ils disent, il faut du changement maintenant, il faut retourner aux urnes. C'est une option qu'ils envisagent très clairement aujourd'hui. Écoutez ce qu'ils en disent. Pourquoi pas? Ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais au point où on en est, il faut effectivement faire un peu de ménage. Je pense que c'est utile, mais on a beau voter, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Je suis un peu défaitiste. Il faudrait dissoudre tout, en fait. Parce que non, mais en fait, oui, c'est du n'importe quoi. J'en ai marre. Moi, le 10 septembre, en fait, je ne vais pas aller travailler. Parce qu'en fait, je vais faire grève. Et je ne vais même pas faire grève dans la rue. En fait, je ne vais rien faire. Je ne vais même pas consommer. Parce qu'en fait, on en a marre en fait, de ce gouvernement. Tellement en colère contre Macron et contre Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il faut une petite révolte où il faut des gens vraiment très compétents qui tapent du poing sur la table. Et là, on aura peut-être un résultat. Voilà pour ces Français interrogés dans la rue. On est sur CNews et sur Europe 1 en face à Michel Onfray. Michel, cette dame qu'on a entendue s'exprimer il y a quelques instants, elle dit « on a beau voter, ils font ce qu'ils veulent ». Elle a raison. Voilà, c'est le cœur dame du a raison. La question, c'est pas le vote, c'est le respect du vote. Et nous avons un chef d'État qui ne respecte pas le vote. Depuis le début, sauf les présidentielles, on vient d'en parler d'une certaine manière, puisque tout est fait globalement pour qu'au bout du goulot, tout le monde vote pour Macron, sauf 2 ou 3 qui vont voter pour Marine Le Pen. Mais là, c'est exactement la même chose. On voit bien que quand les dernières élections européennes, il les perd. Celles d'avant, il les avait perdues. Il a dit, mais c'est pas possible qu'on perde ces élections, etc. Quand il les a perdues, qu'a-t-il dit? Élément de langage. On les a perdues de si peu que ça s'appelle les gagner. Formidable. Et qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je suis chef de l'État, donc je fais rien, mais je ne vous entends pas, je ne vous écoute pas. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rassemblement national est arrivé en tête. Si on ne veut pas même du Front National, du Rassemblement national qui arrive en tête en termes de voix, à ce moment-là, prenons la coalition de gauche, qui elle arrive en tête avec une coalition de partis. Il avait un cynisme qui était à sa disposition et qui en même temps était un cynisme républicain, puisque d'une certaine manière, il disait, moi je ne regarde pas le nombre d'électeurs, je regarde les gens qui sont capables de fabriquer des cohérences, et comme il y a une cohérence à gauche, il nommait Lucie Castet. C'était ce qu'il fallait faire. Soit c'était Jordan Bardella, soit c'était Lucie Castet, et c'était le choix démocratique. Que fait-il? Il dit, il y a eu Rassemblement national, la France insoumise, puis le fameux bloc centriste. Eh bien, je vais aller chercher du côté du troisième. Bloc centriste, bien sûr. Et à ce moment-là, on va chercher M. Barnier, puis après, on va chercher M. Bayrou. Mais alors, c'est quoi la solution aujourd'hui? Est-ce qu'une dissolution résoudrait les problèmes? Est-ce qu'il y aurait une majorité claire qui sortirait? Et puis après, il y a ceux qui demandent la démission. Emmanuel Macron. Ça, c'est encore un autre sujet. Et ce ne sont pas forcément des révolutionnaires avec le couteau entre les dents. Je songe à Hervé Morin, notre bon président de la région Normandie, et qui, lui, le dit depuis très longtemps. Je le pense comme lui. Je pense effectivement qu'on ne peut pas garder à la tête d'un État un homme qui méprise les résultats du peuple. Si la souveraineté n'est plus dans le peuple, mais que la souveraineté, c'est lui. Nous allons en reparler tout à l'heure, la souveraineté avec la tapisserie de Bayeux, c'est lui. Et il prend le risque d'être un vandale, nous allons en reparler. Mais non, c'est pas possible, c'est pas la monarchie, c'est terminé. C'est même pas la monarchie de Louis XVI. Monarchie de Louis XVI, elle composait avec les parlements. Enfin bon, on va pas faire l'histoire de France et parler de ce bon roi Louis XVI. Mais ça n'est pas la monarchie autoritaire de Louis XIV qui dit l'État c'est moi, je décide, etc. C'est terminé ça. Et donc Emmanuel Macron est un monarque au mauvais sens du terme, et je pense que c'est de lui dont il faut se défaire. Ou alors que lui se défasse de ses mauvaises manières, et qu'il dise, bon, à partir de maintenant, mais on ne va pas rêver, je vais écouter ce que le peuple dit, parce que c'est le peuple qui m'a installé ici. Non, donc, la dissolution, oui, mais à condition qu'on écoute... La dissolution, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, il a dissous, il a fait voter, le peuple a dit, nous souhaiterions ça, il a dit, le peuple, tu penses ce que tu veux, moi je pense le contraire, et ce sera ça. S'il recommence, il faut se séparer de ce monsieur, ou le contraindre.
ou le contraindre à respecter la République. Il a cessé. Quand on parle de est-ce que Marine Le Pen est dans le cercle républicain, est-ce que Mélenchon est dans le cercle républicain, mais il y en a un qui est vraiment sorti du cercle républicain, il s'appelle Emmanuel Macron. Alors, on va aussi évoquer ce régime des partis. Ça fleure un peu le régime des partis, ce qu'on est en train de vivre. François Bayrou va tenter de recevoir les chefs de parti la semaine prochaine pour les faire changer d'avis. Évidemment, on a ressorti une archive du général de Gaulle. On ne pouvait pas commencer cette première émission de la saison sans le général. C'est en 65. Évidemment, il dénonce le fameux régime des partis. Écoutez-le. Des institutions, une constitution, c'est une enveloppe. La question est de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai proposé au pays de faire la constitution de 58, après les drames que vous savez, et dans l'intention, que d'ailleurs j'avais annoncée de la façon la plus formelle et la plus publique, de mettre un terme au régime des partis. Il s'agissait d'empêcher que la République, l'État, fût, comme il l'était avant, à la discrétion des partis. Et c'est dans cet esprit que la Constitution a été faite, et c'est dans cet esprit que je l'ai proposé au peuple qui l'a approuvé. Je suis sûr qu'il l'a approuvé dans cet esprit. Alors, si malgré l'enveloppe, malgré les termes, malgré l'esprit de ce qui a été voté en 58, les partis se réemparent des institutions, de la République, de l'État, alors évidemment, rien ne vaut plus. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. Voilà pour le général de Gaulle. Alors vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, oui. parce qu'évidemment ça vous fait chaud au cœur. Encore. Mais le diable n'est pas seulement dans le confessionnal. Le diable, c'est le président de la République. Donc quand il parle de l'esprit des lois, d'une certaine manière, il reprend la formule de Montesquieu. Il dit l'esprit des lois de 1958, c'est ça. C'est-à-dire le général de Gaulle dit « je suis souverain ». Et si je suis souverain, c'est parce que le peuple me donne la souveraineté. Si le peuple ne me donne plus la souveraineté, je cesse d'être souverain. Emmanuel Macron dit « je suis souverain et je le serai de la vie durant, tout le temps, et le plus loin possible. S'il faut même refaire une petite guerre pour que j'y reste, eh bien on la fera. » Et le général de Gaulle dit « le souverain, c'est moi, j'incarne comme le monarque, incarner le peuple, j'incarne le peuple, mais si le peuple ne veut plus de moi, je ne reste pas au pouvoir, ou je change les individus qui sont nommés. » Mais c'est le seul qui l'a fait. Tous ceux qui l'ont succédé n'ont pas tenu compte du choix du peuple. Mais c'est très exactement, vous avez raison de le signaler, c'est très exactement avec Giscard que ça commence. Ça n'a pas eu le temps avec Pompidou, puisque la maladie l'a emporté, mais quand Giscard arrive au pouvoir et qu'il ne sait pas s'il vote, il dissout l'Assemblée nationale, il ne va pas avoir une Assemblée nationale de gauche avec un Mitterrand qui deviendrait de facto le Premier ministre, il veut évidemment pas ça, il dit je ne touche pas à l'Assemblée nationale, je vais faire avec. Et puis on tâchera de composer avec un certain Jacques Chirac à l'époque, les fameux néo-gaullistes, enfin des gaullistes en peau de lapin. Et quand le terme arrive et qu'il faut refaire l'Assemblée nationale, il se dit si je perds, et que globalement le Parti socialiste gagne et qu'il va me falloir nommer François Mitterrand, je le ferai, c'est-à-dire qu'il pense à la cohabitation, et il dit je me retirerai à, je ne sais plus quelle ville, Vincennes. Parce que j'ai cru longtemps que c'était Versailles et j'ai commis une erreur. Donc c'est Vincennes. Oui, c'est ça. Et il a gagné les élections. Mais s'il avait perdu les élections, il avait déjà prévu de rester. Que fait Mitterrand? De cohabitation. Que fait Chirac? Cohabitation. Que fait d'une certaine manière Emmanuel Macron? Il cohabite avec des gens qu'il n'aime pas. On voit bien que c'est pas sa tasse de thé, machin bidule, un tel, je ne sais pas combien il y a eu de premiers ministres. Donc les fameux deux corps du roi, de l'historien qui s'appelle Kantorowicz, qui nous dit qu'il y a un corps qui est le corps qui fait du jet ski, si vous voulez, et puis il y a le corps de celui qui charnel, dit, voilà. Oui, je suis le corps spirituel. Le corps spirituel prend le pouvoir sur le corps charnel, c'est-à-dire que on se dit que me dit le peuple, que souhaite le peuple, que veut le peuple. Donc il n'y a pas de crise de la Ve République, il y a une crise. Donc avec... les institutions tiennent bien pour vous, Michel Alors Onfray. pour ce qu'il en reste, quand on a eu Maastricht et qui, excusez-moi, mais c'est vous qui avez commencé. C'est moi qui ai commencé. Mais quand il y a eu Maastricht qui nous dit la souveraineté, on vous la donne, et que la souveraineté aujourd'hui elle est à Bruxelles, eh ben, la fameuse enveloppe dont parle le général de Gaulle, on a commencé à sortir tout ce qu'il y avait dans l'enveloppe d'essentiel. Nous ne sommes plus souverains. Nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité, un chef de l'État n'a plus la possibilité de dire je vais agir sur la TVA dans les restaurants.
C'est quoi un chef de l'État qui dit qu'on doit faire la guerre contre Poutine et qui en même temps n'a pas les moyens de taxer la mayonnaise dans les restaurants parce que Bruxelles ne lui en donne pas l'autorisation? Nous avons perdu notre souveraineté. Et ce que dit le général de Gaulle, c'est que la souveraineté, c'est le peuple et qu'il faut écouter le peuple. Donc le problème, c'est pas la Ve République, ce sont les fameux politiciens et cette archive que vous avez magnifiquement retrouvée, j'allais dire presque restaurée, de la critique des partis, car ce sont les partis. Et on voit bien que là, il joue un jeu, on ne sait pas trop, hein, M. Bayrou, il est en train de jouer un jeu bizarroïde, il essaie de séduire un peu la CFDT, il y a des socialistes qui ne seraient pas franchement contre, puis si on faisait un petit total, peut-être que par-ci par-là, on pourrait quand même obtenir... Enfin, tout n'est pas encore perdu. Il y a peut-être des gens qui vont finir par le sauver en disant, de fait, ils vont jouer la carte du chaos, en se disant, on n'est pas encore prêt pour les présidentielles, ils ne le diront pas, mais ils argueront d'un chaos et quand même du souci de la France. Vous avez d'ailleurs dit, Michel Onfray, à un moment très vite, quitte à faire une petite guerre. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Emmanuel Macron ne veut pas la guerre. Au contraire, il cherche à instaurer la paix en Ukraine. Vous pensez? Il était la semaine dernière avec Zelensky et plusieurs chefs d'État européens et Mme von der Leyen dans le bureau de Donald Trump. Le Canard enchaîné a cette semaine publié une information qui a été confirmée par la ministre de la Santé qui dit à un certain patron d'hôpitaux, préparez-vous, en cas de guerre, à pouvoir accueillir des blessés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut effectivement préparer un plan contre ce qui se passe dans les banlieues, contre les narcotrafiquants, contre les feux de forêt. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, ou éventuellement contre la consommation de drogue dans les collèges. On peut évidemment penser à ces choses-là. Mais que signifie, quand on est chef de l'État, donner des ordres, parce que c'est le chef de l'État qui donne ce genre d'ordre, donner des ordres à des hôpitaux en disant « tenez-vous prêts ». Pour une guerre. Alors il nous dit, mais c'est Poutine qui la veut. Mais Poutine ne veut pas d'une guerre avec la France. Il a bien compris que la France, elle n'était pas dans sa logique, c'était pas son propos. Mais c'est Macron qui, lui, a envie d'une guerre. Vous savez, les petits chiens qui vont agresser... Vous pensez vraiment qu'il a envie d'une guerre? Mais écoutez, quand on veut vraiment... Moi, je ne crois pas. Oui. Je ne l'espère pas. Il a déjà fait savoir qu'il fallait faire des économies pour pouvoir acheter des armes que nous allons donner aux Ukrainiens. Nous avons des problèmes de dette, mais quand il s'agit de faire travailler les Français 2 jours de plus, c'est pourquoi faire? Pour trouver de l'argent qui va servir à quoi? Pour donner de l'argent aux Ukrainiens, pour faire de telle sorte qu'ils puissent faire face à l'invasion. C'est une invasion russe. Hein. Il n'est pas question pour moi de dire que Poutine avait raison. Et quand on veut conquérir le cœur des Ukrainiens en disant qu'ils sont russes, on ne va pas les tuer. Ça n'a pas de sens de faire ce que Poutine fait. Enfin, ça mis à part, est-ce que c'est notre guerre? Est-ce que nous avons intérêt à cette guerre? Souvenez-vous quand même qu'il a été élu une seconde fois président de la République avec la guerre d'Ukraine. Elle a valu à Éric Zemmour de chuter dans les sondages, et en même temps qu'il chutait dans les sondages, elle a valu à Emmanuel Macron de dire « moi je ne fais pas campagne, pardonnez-moi, je suis un chef de guerre, je suis au téléphone entre Poutine et puis je pense que c'était Biden à l'époque, et donc j'ai vraiment autre chose à faire que d'aller me battre contre Mme Le Pen. » Faire une petite campagne électorale. Dans le JD News de cette semaine, Emmanuel Macron dit, à propos d'une éventuelle destitution, il dit « je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure ». Évidemment. Et je pense qu'à ce dernier quart d'heure, il a envie d'ajouter beaucoup de quarts d'heure. Comment vous faites quand vous avez été élu 2 fois et que vous n'avez pas le droit constitutionnellement de vous maintenir au pouvoir une 3e fois? Vous cherchez les occasions qui pourraient passer pour constitutionnelles. Vous savez, un juriste, c'est quand même un menteur. C'est d'abord quelqu'un qui dit il y a ceci, puis cela. Ceci. C'est le type qui joue au bonneau, le juriste. Il y a ceci, article machin, article temps, etc. Elle est où la bille? Vous levez, il n'y a plus rien du tout. Mais donc, il va faire jouer des gens qui vont finir par expliquer que ça s'explique dans certaines circonstances. Et quelle meilleure circonstance qu'une bonne guerre? Donc, vous êtes chef de guerre. Je ne le souhaite pas. Voilà. Comment? Je ne peux pas imaginer que ça soit dans la tête de nos dirigeants. Parce que vous êtes une gentille femme et que vous ne pouvez pas faire... Non, mais que les gens qui font de la politique ne sont pas des gens gentils. Ce sont des gens qui, sauf Général de Gaulle, parce que sa névrose était géniale et qui disait « je suis la France » et que ça a été formidable. Vous avez des névroses de gens qui disent « je suis le monde à moi tout seul et je suis prêt à tout faire pour conserver mon poste ». Puis après, si ça ne marche pas, de faire de telle sorte qu'il y ait une présidence européenne et que ça devienne son nouveau job ou ce genre de choses pendant 5 ans, ce qui lui permettrait de revenir. Enfin, dans la tête de ces gens-là, il faut toujours imaginer le pire, on est toujours en deçà. Michel Onfray, on fait une petite pause. On va se retrouver pour parler du 10 septembre, le fameux mouvement Bloquons tout, qui était à la base un mouvement plutôt de ceux qui travaillent et qui payent des impôts et qui a été récupéré par Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, il y a le 8 septembre, vote de confiance au Parlement, et puis il y a le 10 septembre, journée de blocage et de manifestation, un mouvement qui a été récupéré par la gauche, l'extrême gauche, les syndicats, et bien sûr par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il en disait aux universités d'été de la France Insoumise. Il nous faut la grève générale le 10 septembre pour faire tomber le gouvernement de M. Bayrou.
non seulement le gouvernement de M. Bayrou, mais la fausse opposition d'extrême droite, qui sont les larbins, les chaouches de M. Bayrou et qui lui servent la soupe. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray. Donc le 8, on sort Bayrou, c'est leur slogan. Hein. Le 10, on sort Macron. Oui, on ne fait pas plus animal opportuniste que cet homme-là qui avait déjà sucé le sang des Gilets jaunes. Moi, je l'ai signalé en son temps. J'avais écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait « Grandeur du petit peuple », où je disais que tant que le petit peuple a été un petit peuple des ronds-points, qu'il a été girondin, c'est-à-dire que vous aviez une sous-préfecture, un village, vous aviez les Gilets jaunes étaient là, ils étaient insaisissables plutôt qu'inattaquables. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas. Puis la gendarmerie, la police, elle connaît tous ces gens-là. Vous arrivez sur un rond-point, ils sont en train de faire griller des merguez et de manger des saucisses et de boire une bière. Le commissaire ou les gendarmes, les policiers, ils connaissent tous ces gens-là. Il y a peut-être des syndicalistes, il y a peut-être des gens qui sont connus. Donc on voit bien qu'on n'a pas affaire à des truands, à des méchants, etc. Alors il y a eu quelques avinés, quelques propos homophobes, quelques propos antisémites, c'est vrai. Mais il y a eu aussi un évêque qui a fait une messe sur un rond-point et personne n'a dit que les Gilets jaunes étaient des catholiques pratiquants. Donc ça ne gênait pas ceux qui ont récupéré, qui ont commencé à récupérer en disant c'est des méchants, c'est des sales types, etc. Puis à un moment donné, le mouvement a cessé d'être girondin, il est devenu parisien. Moi je me souviens que dans la salle des 4 colonnes dans l'Assemblée nationale, cette image a disparu. Hein. Mais il y avait Coquerel, là, toujours savamment coiffé, savamment décoiffé, je dirais, qui nous expliquait que finalement les fachos, les fâchés, etc. Enfin le grand discours pour nous expliquer que c'était un petit peu la Ligue de l'humanité et que ça ne les concernait pas. Puis quand ils ont vu que ça marchait, ils ont récupéré. Ils ont dit venez à Paris, on va vous donner des mégaphones, on va vous faire voir comment on fait des banderoles, on va occuper Paris, vous serez sur les Champs-Élysées, etc. Et un peu enivrés, je dirais, par cette perspective-là, et ils ont... Ne le savaient pas, les pauvres, mais les Gilets jaunes sont morts à ce moment-là. C'est pareil aujourd'hui ? Eh bien, c'est exactement la même chose. Moi, l'affiche, je l'ai vue comme tout le monde, quand elle est arrivée sur mon téléphone portable, c'est une affiche dont l'esthétique est importante. Vous savez, quand on fait une esthétique qui permet de dire de Cyril Hanouna qu'il a les traits d'un juif, vous dites des choses avec des images. Hein. Cette image, elle est traitée dans les tons bleu, blanc, rouge. Elle est très viriloïde. Vous avez au premier plan un homme blanc, et puis vous n'avez pas de drapeau LGBT, vous n'avez pas de drapeau de la Palestine, vous n'avez pas de garçon qui ressemble à une fille, vous n'avez pas de fille avec des cheveux bleus, vous n'avez pas de gens qui ont des piercings ou des gens... Enfin, toutes choses qui font qu'on fait bien attention après quand on fait des affiches intersectionnelles. Là, en gros, on fait une affiche française. Et on dit, mais qui sont ces gens-là? Qui sont-ils? Alors, tous les journaux libéraux qui commencent à dire, ah là là, attention, c'est le retour de l'extrême gauche, d'autres, mais pas du tout, c'est l'extrême droite, etc. Et que fait Mélenchon? Il se dit, bah, ça marche ce truc, allons-y, accrochons le truc, en disant, on a commis une erreur avec les Gilets jaunes, parce que ça n'a pas marché, parce qu'après, il y avait instrumentalisation contre instrumentalisation. Évidemment. Parce que Emmanuel Macron a lui aussi instrumentalisé les Black Blocs, lui aussi, il a instrumentalisé les gens qui, comme par hasard, sous les caméras des chaînes d'info continues, enlevaient les pavés des Champs-Élysées. Quand vous dépavez une avenue, c'est fait pour envoyer des pavés sur la tête de la police ou sur les vitrines. Donc si après, 2 heures après, ça arrive sur la tête des policiers, c'est que finalement vous avez laissé faire. Donc il y a des préfets de police qui avaient des ordres et il y avait un ministre de l'Intérieur qui avait des ordres, peut-être était-ce d'ailleurs M. Castaner qui lui voulait mettre un genou à terre pour défendre la famille Traoré quand elle faisait des manifestations interdites pendant le Covid. Et les Gilets jaunes sont tombés parce que d'un seul coup, on a laissé croire qu'ils étaient en train de vandaliser l'Arc de Triomphe. Je rappelle que ce sont eux qui, en faisant un cordon autour de la tombe du soldat inconnu, ont protégé la tombe du soldat inconnu. Et je rappelle qu'un Marocain, il y a quelque temps, était venu allumer sa cigarette, etc. On voit bien qui sont les ennemis du soldat inconnu et qui sont les amis du soldat inconnu. Et là, ça recommence. Ils ne veulent pas qu'effectivement on puisse leur reprocher d'avoir pris le train en marche. Alors ils le prennent, mais vraiment en gare. Donc il n'est pas en marche, il est là, ils disent on y va, on va squatter ce genre de choses. Moi j'ai rencontré pendant les vacances des gens adorables, des chasseurs, des amateurs de corrida dans le sud de la France. On mangeait des merguez au bord de la piscine et puis il y avait des tatoués, des costauds de la CGT et qui tenaient des propos sur l'immigration. Je dis, c'est pas tellement ce que dit Mme Binet, ça. Ah non, on n'est pas d'accord avec elle. Je dis, mais dites-le. Et je dis, qu'est-ce que vous allez faire le 10 septembre? Ah bon, on va y aller, parce que nous, on défend les intérêts des travailleurs, et ils ont raison. La CGT et Solidaires se sont rangés sous la bannière de Mélenchon. Et ben voilà. Et donc, voilà comment la récupération se fait. Je vais peut-être rappeler ce copain pour lui demander ce qu'il va faire, parce que c'est une forte tête, au bon sens du terme, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ils en ont marre, eux aussi. Je veux dire, les vrais de la CGT, la CGT old school, c'est-à-dire pas celle d'aujourd'hui, avec à sa tête quelqu'un qui ressemble à rien à ce qu'a été M. Krasuki, par exemple. Hein. Ces gens-là, ils ont envie, effectivement, que leur vie quotidienne change. Ils n'ont pas envie que les politiciens disent on va se servir d'une manifestation pour arriver au pouvoir. Parce que M. Mélenchon, il n'en a rien à faire de
des travailleurs. Lui, ce qu'il veut, c'est d'arriver au pouvoir. Donc si, effectivement, le Premier ministre disparaît, si le président de la République s'en va, s'il y a une dissolution avec un bazar, formidable. Moi, j'arrive et je prends le poste. Michel Onfray, Jean-Luc Mélenchon publie un livre intitulé « Nouveau peuple, nouvelle gauche ». Tout un programme. Pour vous, c'est vraiment la stratégie du grand remplacement ? Ah mais oui. C'est là, pour le coup, on va avoir du mal à mettre Renaud Camus en prison, puisqu'on emprunte ses idées. Renaud Camus dit il y a un grand remplacement, je trouve ça pas terrible. Et Mélenchon dit il y a un grand remplacement, je trouve ça terrible. Donc le problème, c'est le jugement que chacun porte sur le grand remplacement, mais factuellement, tout le monde dit qu'il existe. Donc voilà. Moi d'ailleurs, j'aime bien qu'il y ait une nouvelle gauche et un nouveau peuple, parce que moi, ce nouveau peuple, j'aime pas beaucoup, et cette nouvelle gauche, j'aime pas beaucoup non plus. Moi, j'aime bien le vieux peuple, j'en avais parlé dans le Figaro, j'avais parlé du peuple old school, et j'aime bien la gauche old school. C'est-à-dire qu'effectivement, la gauche qui aujourd'hui nous dit qu'on peut louer des utérus, monsieur Attal en fait d'ailleurs son drapeau LGBT, en pensant que ça peut remplacer le drapeau français. Cette gauche qui pense qu'on peut louer des utérus, qu'on peut acheter des enfants, qu'on peut vendre des enfants, elle nous dit, on marchandise les corps, ça s'appelle être de gauche, ça. Mais non, c'est pas ça la gauche. La gauche, elle est du côté des plus humbles, des plus modestes, des plus démunis, des plus sans dents, s'il faut le dire. Et qu'est-ce qui est plus sans dents qu'un bébé, qu'un nourrisson, qu'un enfant ? Qui est du côté des enfants ? Des catholiques, pratiquants, et ils ont bien raison de l'être, mais ailleurs, il n'y a pas quelqu'un de gauche pour dire, mais attendez, dans le ventre de sa mère, un enfant n'est pas une marchandise. Et quand il arrive au monde, on ne l'arrache pas aux mains de celle qui l'a porté pour le donner à un couple qui aura juste dit, je vous ai fait un chèque, donnez-moi cet enfant. Je suis de gauche. Je suis progressiste, comme dit monsieur Yann Brossard en faisant ses petits signes avec des griffes, là, quand il parle prétendument des victimes, des prétendues victimes du communisme. Donc oui, d'accord, très bien, il y a un nouveau peuple, c'est pas mon peuple, et il y a une nouvelle gauche, c'est pas ma gauche. Mais il y a un vieux peuple qui est là, et qui parfois fait semblant d'être un nouveau peuple. Tous ces gens dont je vous parle et que j'ai vus, là, finalement, ils n'ont pas très envie de défiler derrière un drapeau LGBT. C'est pas leur truc, c'est pas leur culture. Ils sont pas contre non plus, mais ils pensent que c'est peut-être pas prioritaire, que peut-être le pouvoir d'achat, que peut-être la misère, la pauvreté, que peut-être le travail pour leurs enfants, leur propre travail eux-mêmes, leurs propres conditions de travail. Ce garçon avec qui je parlais, ce monsieur, enfin cet homme, lui dit, de toute façon, moi, je suis malade, je le sais, j'ai une maladie du travail, je vais pas vivre très longtemps. Lui, de toute façon, il me dit, je vais pas vivre très longtemps, je suis victime de l'amiante qu'il y a dans mon usine, et donc je suis malade, et je terminerai comme ceci. Enfin, il sait très bien, lui, à quoi va ressembler son avenir. Et il se dit que si le syndicat ne l'aide pas, qui l'aidera ? Donc, c'est bien qu'il conflictualise Mélenchon en disant « Ah, mais très bien, il y a un nouveau peuple, une nouvelle gauche ». Ça permettra à d'autres de dire « Permettez-nous d'être tout de même de gauche, mais pas de cette fameuse nouvelle gauche qui n'a rien de gauche. Elle est nouvelle, ça c'est sûr, mais la gauche, non. Elle est contrôlée, elle est raciste, elle est antisémite, elle est sexiste et misogyne quand il s'agit de défendre le patriarcat maghrébin. Donc que cette nouvelle gauche, il se la garde. On va maintenant évoquer, Michel Onfray, on aura l'occasion de revenir sur ces journées du 8 et du 8 septembre la semaine prochaine. J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'Isabelle Piboulot, qui est une consoeur de CNews, qui a été agressée avec son compagnon la semaine dernière dans le métro. C'est vraiment l'illustration de la violence au quotidien pour les Français, parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes quotidiens, et il y a aussi cette insécurité qui les frappe désormais n'importe où et à n'importe quel moment. Elle s'est carrément adressée à Emmanuel Macron, parce qu'on se rappelle qu'il avait eu une phrase assez désagréable en désignant certaines chaînes info, évidemment en pensant à la nôtre, en disant qu'ils font du brainwashing, c'est-à-dire du lavage de cerveau, à partir de quelques faits divers. Écoutons ce que Isabelle a à lui dire. Son compagnon a été gravement blessé. Heureusement, il est hors de danger, mais son témoignage est extrêmement fort. Moi, j'ai la chance que mon compagnon soit en vie. J'ai la chance, moi, d'être en vie. Mais il est temps que les consciences s'éveillent, vraiment. Et ma parole aujourd'hui, elle est pour ça. Parce que ma première agression, j'ai eu honte d'en parler. Des amis proches étaient au courant, mais certains de mes copains l'ont appris là, quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, 1 an après, parce que j'avais honte d'avoir été une femme qui touchait dans la rue. Peu importe ma tenue, j'avais un jean, des baskets, peu importe. Mais j'avais honte. Je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable, il faut le vivre pour le comprendre. Et aujourd'hui, la honte doit changer de camp. La honte, elle n'est pas à nous. Mon copain n'a rien cherché, n'a pas cherché la bagarre, il m'a juste protégée. Avec tout le respect que je dois à notre président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez qu'un drame comme ça relève du brainwashing? Est-ce que vous pensez que les larmes d'une mère qui est inquiète pour son enfant, qui pense que son enfant va mourir alors qu'elle rentrait chez elle, c'est du lavage de cerveau? C'est tout.
On est en face à Michel Onfray, on vient d'entendre Isabelle Piboulot, notre consoeur de CNews, qui s'est adressée à Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est une preuve d'une déconnexion de nos élites dirigeantes face au réel, Michel ? Oui, vous savez, c'est un peu ce qui caractérise la gauche. C'est Rousseau qui écrivait « Commençons par écarter les faits ». Alors, si vous ne pouvez pas vraiment les écarter, vous les interprétez. Et là, vous êtes pendant très longtemps, vous dites il y a un sentiment d'insécurité. Ça, c'était la gauche. Un sentiment, ça veut dire ça n'engage que vous. Vous avez peut-être l'impression que, mais ça n'est qu'une impression. C'est allé de Lionel Jospin jusqu'à l'avant-dernier ministre de la Justice, Dupond-Moretti. Là, on voit bien la réalité. Il ne s'agit pas d'écarter les faits, il ne s'agit pas non plus d'un sentiment d'insécurité. On a vu, moi j'ai vu les images sur CNews, des boutonnières, si je puis me permettre l'expression, des trous dans le corps de ce garçon, oui. Des points de suture. Mais on se dit, mais c'est pas compliqué, si vous atteignez un organe vital, il est mort, ce garçon. Donc, de fait, quand elle dit, Isabelle, qu'elle a la chance d'être encore vivante et son compagnon aussi, elle a bien raison. Et quand elle s'adresse à Emmanuel Macron en disant, oui, c'est ça la réalité. Il s'en moque, lui. Il s'en moque. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? S'il y a un gamin qui dit, j'arrive pas à payer avec ma carte bleue pour le péage de Romorantin, d'un seul coup, il fait un texto et puis il intervient. Quand il s'agit d'inviter un machin et Malfit, je sais pas quoi, là, qui font des galipettes à l'Élysée, d'un seul coup, là, il invite ces gens-là. Youtubeurs, c'est ça? Oui, des youtubeurs. Leur nom m'échappe aussi. C'est ça. C'est Laurel et Hardy, mais aujourd'hui, si vous voulez. Eh bien, McFly et Carlito. Oui, voilà. Je voulais éviter de faire une fausse contrepétrie ou un mélange. Mais là, il n'y a aucun problème. Il fait un petit texto, il intervient, il n'interviendra pas là. Pas plus qu'il n'intervient, semble-t-il, avec la fille de Boualem-Sansal. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes causes et les mauvaises causes. Là, c'est une mauvaise cause parce qu'il va falloir dire quoi? Fait divers ou fait de société? Moi, j'ai fait un article dans le JDD News, mais pour expliquer que ça n'était ni un fait divers ni un fait de société, mais un fait de civilisation. C'est un fait de civilisation quand une jeune fille avec son compagnon se retrouve dans la situation pour ce garçon de prendre des coups de couteau, simplement parce qu'il a voulu protéger sa compagne, qu'on a peut-être insultée ou qu'on a peut-être essayé de tripoter, puisqu'elle semble dire que déjà, il y a eu une espèce des agressions, une agression sexuelle en amont. Non, il y a quelques mois, c'était deux choses. Oui, en amont de cette... Et donc, ça fait deux fois. Donc lui, probablement, je ne sais pas pour quel motif, mais enfin, il a de toute façon bien fait. Il a protégé sa femme, sa compagne. Michel, vous avez évoqué Boualem-Sansal, et la fille de Boualem-Sansal, cette semaine, est sortie du silence. Après plus de 287 jours de détention pour son père, elle dit son inquiétude, elle n'a aucune nouvelle de lui. Écoutez son témoignage sur notre antenne. Je n'ai aucune nouvelle de mon papa, ni de sa santé, ni de son moral, aucune lettre, aucune visite, pas de nouvelles du tout. Je pense que le gouvernement français pouvait faire beaucoup plus de choses pour lui, parce qu'il est devenu le citoyen, et il a justement pas écrit librement. C'est ça, et je pense qu'il est presque oublié, parce que je n'ai aucune réponse de Emmanuel Macron, du gouvernement de jamais. Alors, je pense que le gouvernement peut faire beaucoup plus de choses pour lui. Pour la fille de Boualem-Sansal, qui dit aucune nouvelle de notre père, bien sûr, et c'est terrible, mais aucune nouvelle de l'Élysée. C'est sidérant. C'est sidérant. C'est sidérant. Ça s'appelle un otage. Boualem-Sansal, c'est un otage. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un otage? On s'en va voir le président de l'Algérie en lui disant qu'il est formidable, il est sympathique, il ne faut pas écouter Bruno Retailleau qui dit qu'il faut être ferme. Non, la fermeté, bien sûr que non, etc. On voit bien la stratégie. Moi, j'étais dès le départ, et vous m'avez permis de le dire, mais dès le départ pour une réponse forte. On ne permet pas qu'un citoyen français soit pris en otage par un pays étranger qui devient de facto un pays qui nous agresse. C'est un pays qui agresse un autre pays. C'est aussi ça le gaullisme. C'est d'imaginer qu'un citoyen porte à lui tout seul la souveraineté totale du pays et de la nation. C'est aussi ça, un citoyen. C'est pas seulement une consommation citoyenne, un vélo citoyen ou un restaurant citoyen. Le citoyen, c'est ça. Il est investi de la puissance. Je rappelle que Boualem est français, de la puissance souveraine du peuple, et que ce qu'on fait à Boualem, on le fait à la France. C'est-à-dire que quand le président de la République laisse faire ce qu'on fait, ce qu'on inflige à Boualem, il le laisse faire à la France. N'oublions pas Boualem, parce que c'est une personne, une figure que j'aime beaucoup, mais c'est aussi
un symbole. Et l'idée que la France se fasse comme ça, humiliée, méprisée, avec un chef de l'État qui nous dit « mais arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, moi j'ai une stratégie », et qui, un an après, globalement, on y est bientôt, hélas, un an après, voit que sa stratégie n'a pas fonctionné, au minimum, on prend son téléphone, où on se déplace, où on invite la fille de Boualem-Sansal, mais de toute façon, on répond. Elle nous dit dans cette vidéo qu'elle n'a pas de réponse, vous vous rendez compte? Laissez des lettres sans réponse. Michel, on fera encore un sujet qui vous tient à cœur, c'est Bayeux. Alors, on ne se demande pas pourquoi, vu que vous êtes normand, mais lors de sa visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni en juillet dernier, Emmanuel Macron a dit qu'il allait prêter cette tapisserie de Bayeux, longue de 70 mètres. C'est la vieille dame en lin, une broderie du XIe siècle qui représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Qu'il est là la prêter à la Grande-Bretagne. Ça a levé de bouclier des conservateurs qui disent « mais ça n'est pas possible, ça pourrait la détruire ». Et il se trouve que ça coïncide avec la fermeture pour restauration du musée de Bayeux, où se trouve la tapisserie. Il se dit bon, « pourquoi pas la prêter à l'Angleterre ». Pourquoi est-ce que ça vous hérisse à ce point-là ? Parce que vous la roulez, vous la donnez à l'Angleterre, et quand il déroule, vous avez un tas de poussière. Ah oui. Ça détruit l'œuvre. Voilà. C'est pas moi qui le dis, ce sont des gens dont c'est le métier. Vous avez des experts, vous avez des gens qui ont fait 15 ans d'études et qui sont des experts en textile, qui sont même experts en textile du Moyen-Âge et qui sont capables de vous faire une thèse sur 10 cm² de tissu. Ce sont des gens qui, quand vous trouvez une tombe celte ou gallo-romaine, sont capables, avec un fragment de tissu, de vous réécrire la civilisation. Donc des gens formidables, qui ne sont pas des politiciens. Ils peuvent avoir des opinions politiques et voter machin bidule intel, le problème il n'est pas là. Ce sont des gens qui posent des questions techniques et on leur dit est-ce possible de déplacer cette œuvre magistrale que d'ailleurs souhaitait Adolf Hitler dans son Troisième Reich. Et ils disent non, ça n'est pas possible. Alors le problème, c'est pas de savoir si c'est pour le roi d'Angleterre, si c'est pour l'ego d'Emmanuel Macron, c'est pas leur problème. Eux disent vous allez détruire cette œuvre. Tout le monde sait ça. Vous avez eu à un moment donné des choses extrêmement fragiles et dès que vous avez commencé à toucher... Des papyrus, quoi, voilà. Et, oui, voilà, par exemple. Et dès que vous touchez, vous dites oh là là, j'endommage. Dès que je touche, j'endommage. Il prend le risque d'endommager une œuvre. Alors, de sa part, ça ne m'étonne pas, ça s'appelle un vandale. Vous savez, ce sont ceux qui, à la Révolution française, estimaient qu'il fallait casser, détruire, brûler, sortir les corps des rois. Je rappelle quand même qu'on a sorti le corps des rois de leur tombeau et qu'on a utilisé leur reste pour fabriquer des pigments que certains peintres révolutionnaires ont utilisés dans des peintures. Le vandalisme, ça commence par ça. C'est casser des armes sur les châteaux, enfin qui sont sculptées sur les blasons des châteaux, c'est détruire des bibliothèques, etc., etc. Donc le mot vandalisme voit le jour à partir de ce moment-là. Mais évidemment, le vandalisme, c'est aussi vieux que le monde. Si vous allez à Rome, que vous regardez l'arc de Constantin, il est fabriqué avec des morceaux de temples païens qui ont été récupérés. Ça s'appelle du vandalisme. Constantin, le premier empereur chrétien, a vandalisé des œuvres païennes, etc. Et là, pour les besoins de sa cause personnelle, il dit « je vais prendre le risque de détruire une œuvre patrimoniale, qui a quasi 1000 ans, pour faire plaisir à moi-même ». Mais ce fameux roi d'Angleterre, parce que j'ai fait un petit texto à Hervé Morin, président de région, en disant « mais faites, monsieur le président, un courrier vous adressant en tant que président de la région au roi d'Angleterre ». Ce fameux roi d'Angleterre qui porte si bien le kilt, les bottes, qui est tellement écologiste, qui fait de l'aquarelle, qui aime beaucoup la Palestine, les fleurs, etc. Enfin, voilà quelqu'un qui pourrait dire je vous en prie, monsieur Macron, ne nous offrez pas un tas de poussière, vous allez détruire une œuvre patrimoniale et peut-être... Il va le faire, vous pensez vraiment ? Non, puisqu'il a déjà fait savoir qu'il ferait tout le nécessaire pour que ça puisse avoir lieu. Indépendamment, là encore, je méprise le peuple, je méprise les compétents, etc. Indépendamment... Là, vous parlez d'Emmanuel Macron. Oui, je vais finir ma France. Indépendamment de tout ça, je décide, moi, parce que je suis le chef de l'État, de passer par-dessus la tête des gens qui m'ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Peu importe, moi j'ai envie de le faire. Si ça doit détruire la Joconde, eh bien ça détruira la Joconde. Le point philo, Michel, on est presque à la fin de l'émission. Il faut qu'on parle de Léon Trotsky avec un livre qui s'appelle « Leur morale et la nôtre ». Allez-y, expliquez-nous. Oui, c'est un livre de philosophie politique et qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, Mélenchon a été trotskiste, comme, je sais pas, Cambadélis, Julien Drey, Lionel Jospin, il y en a eu beaucoup. Et on dit parfois trotskiste injuste, trotskiste toujours. C'est pas toujours faux. Et c'est un vrai livre de philosophie morale parce que c'est un livre d'éthique morale, de morale. Il dit leur morale et la nôtre. Leur morale, c'est la morale des bourgeois. La nôtre, c'est la morale des révolutionnaires. La morale des bourgeois, c'est quoi ? C'est une morale catholique qui est, comme on dit, déontologique. C'est-à-dire, elle estime qu'il y a des absolus. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. C'est un absolu quoi qu'on fasse, quelles que soient les conséquences. Tu ne tueras point. Vous êtes en train de dîner dans votre appartement en 1942 à Paris, et puis il y a un juif qui rentre, il a son étoile, et puis il rentre, il va se cacher, il se met dans une armoire, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe. 3 secondes après arrive la Gestapo, il dit quelqu'un vient de rentrer ici. Vous savez très bien ce qui va se passer. Et là, vous dites quoi? Oui, il est dans l'armoire, je ne dois pas mentir, donc je vous dis la vérité. Mais vous ne dites pas la vérité, mais la conséquence, c'est que vous allez envoyer un juif dans un four crématoire. Donc, ça, c'est Kant, le philosophe Kant, Emmanuel Kant, mais c'est aussi le christianisme. Et puis en face, vous avez des gens qu'on appelle des conséquentialistes qui disent non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a du bon et il y a du mauvais en fonction d'un objectif particulier. Et Trotsky nous dit, notre morale, l'objectif, c'est la révolution. Tout ce qui est bon pour la révolution, c'est défendable et c'est moral. Tout ce qui est mauvais, c'est indéfendable. Je prends un exemple. 2 historiens, non pas 2 historiens, un avocat et un prétendu historien, M. Lemire, je crois, ont fait paraître dans Le Monde une tribune en disant « L'antisémitisme de gauche, c'est bien. L'antisémitisme de droite, c'est pas bien. » S'il y avait un antisémitisme chez Marine Le Pen aujourd'hui, ce qu'à Dieu ne plaise, il n'y en a pas, eh bien ce serait pas bien parce que ce serait un antisémitisme d'extrême droite. Mais si c'est un antisémitisme de gauche, ça s'appelle un antisionisme, on lutte contre le capital, le capitalisme, enfin on connaît leur discours, eh bien ça c'est bien. C'est-à-dire que pour Mélenchon, qui est resté trotskiste, et pour ses militants qui est resté trotskiste, le bien, le mal, ça n'existe pas. C'est le bon et le mauvais. Ça fait triompher la cause, c'est bon. Faut-il mentir? Mentons. Faut-il tuer? Tuons. Faut-il intimider? Intimidons. Faut-il incendier? Faut-il massacrer? Faut-il salir? Faut-il utiliser 50 personnes qui tous les jours salissent des gens sur le net en disant qu'ils sont d'extrême droite, qu'ils sont fascistes, qu'ils sont pétinistes, qu'ils sont nazis, qu'ils ont dit ceci, on prend 2 mots, on prend 3 phrases, etc. Faisons-le, le but c'est d'arriver au pouvoir. Eh bien leur morale est la nôtre, c'est le bréviaire des trotskistes, c'est le bréviaire de Mélenchon, c'est le bréviaire de la France Insoumise, c'est aussi beaucoup le bréviaire de toute la gauche qui a envie de retrouver des maires aux prochaines élections, des députés aux prochaines élections et un chef de l'État aux prochaines élections. On est loin de la vraie morale, qui est celle qui consiste à dire que, de fait, si on ne ment pas, il n'y a pas de bonne raison de mentir. Et je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de prêtres et de catholiques qui ont caché des enfants juifs pendant la guerre et l'occupation. Mais c'était évidemment bien sûr. Une démonstration générale. Oui, non, mais il faut distinguer le Vatican qui a pris des positions avec Pie XII et puis des prêtres qui ont fait des choses formidables. Et avec la montée de l'antisémitisme que l'on connaît, on y reviendra lors de notre prochaine émission. Merci beaucoup, c'était un bonheur de vous retrouver, cher Michel Onfray. Bonne journée à vous sur CNews et sur Europe 1.